82, 80. Alors, pour l'origine de ces machins-là, il y avait une autre revue que j'aurais dû descendre aussi, qui s'appelle Utopie. Alors, à l'origine, pour moi, pour ce qui me regarde, c'est un groupe. C'était un type qui était enseignant à Vincennes. Alors, moi, je travaillais en architecture, j'avais besoin de me remplir un peu la tête parce que le travail en agence, c'était pas très très riche. Faire des immeubles de grande hauteur. Mais bon, il fallait bien. Et alors, j'allais prendre des cours et il y avait un gars qui enseignait l'urbanisme, qui s'appelle toujours Tonka, et qui était avec Baudrillard, qui faisait partie du comité là. Et donc, moi, je connaissais Paul Virilio d'un côté, et puis lui, il travaillait avec Baudrillard, et il était issu du 22 mars, donc groupe politique qui a commencé en fait, qui a démarré 68 en France, parce que 68 c'est quand même plus planétaire. Hein, c'est passé d'ailleurs par la Tchécoslovaquie et tout ça, en réalité. Et l'Allemagne, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il était, il faisait partie de, il était un peu dans les proches de situationnistes, donc Debord et évidemment Cobra avec Alechinsky. Donc, c'est tout un ensemble justement politique. Cobra étant plus proche de Dada que des surréalistes, en fait. Et donc, lui, il est encore vivant, je crois. Hein. Et donc, il y avait Baudrillard, qui lui est mort depuis. Il avait, Tonka avait fondé, démarré une imprimerie coopérative pour pouvoir éditer des textes, etc. Voilà. Alors, il a édité des textes, un journal qui s'appelait Utopie, dans lesquels j'ai écrit un ou deux articles. Le droit au désordre, entre parenthèses, que j'essaie de maintenir. Et après, comment il a voulu créer cette revue, dont on a fait 3 numéros, on n'est jamais arrivé au 4e qu'on avait promis, pour des raisons financières évidentes. Et donc, c'est bien dans la ligne de démarche politique qui était des gens qui travaillaient avec, comment s'appelle-t-il, un transfuge du Parti communiste, mais il y a eu pas mal de fâcheries qui travaillaient, qui a fait le droit à la ville, Lefebvre, Henri Lefebvre. Donc voilà, c'est tout, tu vois, tout un ensemble politique de gens qui remettaient en cause, qui ont analysé aussi beaucoup l'urbanisme. Et moi, j'avais été prendre des cours d'urbanisme. Le gars m'intéressait parce qu'il critiquait Marx, ce qui était absolument interdit à l'époque. Il n'était pas question de toucher à une virgule, alors que lui, eux, ils considéraient, ils relisaient tout ça. Tu vois, et puis il y avait Nietzsche, il y avait, bon, tout ça, moi je ne connaissais pas. Et je me suis accroché au wagon. Et après, donc, j'ai fait partie de l'imprimerie quotidienne, quand elle s'est montée à Fontenay-sous-Bois, et avec des implications politiques et d'autres, parce qu'on faisait aussi des bouquins, comme celui que j'ai présenté il n'y a pas longtemps au musée sur Brunelleschi, des bouquins pour les musées. Enfin, c'était une imprimerie qui fonctionnait avec des grosses machines. J'ai des dessins là-haut, d'ailleurs, où j'ai fait la vie de l'imprimerie avec les gens qui intervenaient. Il y avait une paysagiste, Isabelle Auricoste, qui était la fille du sculpteur Auricoste, qui était un sculpteur affilié au Parti communiste et qui avait beaucoup agi en 68. C'est lui qui avait fait passer par la fenêtre de son école des Beaux-Arts, je ne sais plus où il était, tous les plâtres, fini sur le trottoir.
Enfin bon, donc il y avait cette ambiance, mais eux, ils étaient, ils avaient moi j'ai beaucoup aimé en tout cas les bouquins de Baudrillard, surtout au début, le système des objets et tout ça. Proche aussi, enfin j'avais un peu suivi très très peu les cours de Barthes. Donc voilà, l'orientation politique était posée à partir de 68. Tout ça, moi j'ai commencé à mettre les mains là-dedans. Et on a fait cette revue. Alors moi j'avais demandé à ce que la couverture de la revue d'ailleurs soit faite à la main, un exemplaire unique à chaque fois. Donc il n'y en a pas deux qui sont vraiment pareils. Mais Jean Hélion, le peintre, nous avait autorisé. Il nous avait prêté d'ailleurs un de ses harengs, parce qu'il avait peint des harengs dans des assiettes. Et on a travaillé là-dessus avec le hareng, le Hélion sous les yeux. Et il nous a autorisé à le faire. Et donc chacun avait un pinceau avec une couleur. Il y en a un qui faisait l'assiette, il y en a un qui faisait le dos, il y en a un qui faisait les yeux. Enfin, on a travaillé à une vingtaine en série pour faire ces 1200 couvertures, parce qu'il fallait qu'il y ait de la gâche quand même, il fallait qu'il y ait de la perte, on savait. Voilà, donc... Et le contenu alors? Le contenu, texte, histoire, histoire. Là, les gravures que tu viens de passer, c'est Ghislaine Vapro, qui était la compagne de Pascal Kern, et qui était une étudiante, et qui travaillait sur les... Ça, c'est un texte à moi, sur l'image, l'inertie des images en matière de mentale. J'avais aussi coécrit avec Tonka une histoire qui était sur la Joconde. Alors, j'adore. Tu l'as Résumé de la Joconde. Hein? Feu la Joconde. Oui, c'est ça. Résumé? En gros, c'est un groupe politique, un groupuscule qui déboule dans la grande galerie, qui prend la Joconde en otage. Et comme ils disent, ils la mettent à la fenêtre, devant tout le monde, à la fenêtre du Louvre, avec une grenade sur la gueule, attachée. Il dit, si on ne cède pas à leur revendication de libérer je ne sais pas qui, on la fait sauter, quoi. Et émotion, évidemment, et le conservateur du Louvre est appelé au ministère, il est reçu par le président de la République, et il dit, vous vous en faites pas, de toute façon, comme elle a été attaquée maintes fois, c'est une copie, c'est pas la vraie, donc on n'a pas à céder. Et l'autre dit, non, c'est pas possible, on peut pas, on peut pas, sinon tout est dévalué, quoi. Plus rien ne vaut rien, quoi. Et donc, ils font exploser la Joconde et ils sont obligés de brûler la vraie. Alors, ils l'emmènent au four crématoire, et ils font brûler la vraie Joconde parce que sinon, c'est plus possible, quoi. Tout est foutu. Donc, c'était, tu vois, un truc sur vérité, mensonge, etc., qui a très bien filmé, comment il s'appelle, d'ailleurs, on aurait dû le passer dans les films avec la peinture, Vérité mensonge d'Orson Welles, qui est extraordinaire, hein, où il dit tout ce que je vais vous raconter pendant 1h10, c'est la vérité. Mais le film dure 1h45. Personne n'a vu ça. Et évidemment, dans les minutes, dans le quart d'heure restant, tout est pipeau. Et extraordinaire, parce qu'il raconte la vie d'un faussaire. Il filme un faussaire en train de... Et puis après, il parle de Picasso, de je sais pas quoi, mais c'est le dernier quart d'heure, celui qui est complètement pipeau. C'est des textes comme ça, et puis des textes il y a un gars que je suis toujours en contact avec lui, qui s'appelle Alain Vulbeau, qui a écrit d'ailleurs des textes sur les graffeurs. À la demande de la police d'ailleurs, il a fait une enquête, c'est un sociologue. Et il dit des trucs très très intéressants, quoi, sur l'image, etc. Il y a Blanchard qui avait fait tout un texte sur les supermarchés, le plaisir aussi du McDonald's, Juicy. Il a beaucoup vécu aux États-Unis. Et donc c'était très divers, tu vois, c'est chacun. Il y avait le comité, on acceptait. Il y a des photographes aussi, il y a des architectes qui ont présenté des projets comme sur Paris, sur la Concorde. Enfin, c'est très, très divers. Et d'ailleurs, on avait eu une émission à la radio. C'était, comment il s'appelle, celui qui fait
nuit dans le titre de son émission sur France Culture. Bon, ça me reviendra. Et on avait dit, c'est une revue d'architecture, mais c'est pas de l'architecture, c'est une revue de ceci, mais c'est pas. Tu vois, c'était une revue Canada Dry, quoi,